Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis autrice de bande dessinée et activiste féministe et aussi militante pour le climat. Bonjour Blanche Sabat. Bonjour. C'est court mais précis. Voilà. On a le plaisir de te recevoir. Alors d'abord pour ton dernier livre qui s'appelle Histoire de France au féminin, qui est publié chez Casterman, c'est sorti il y a quelques semaines, que tu as dessiné et écrit avec Sandrine Mirza, on en dira sûrement quelques mots. On t'a aussi lu sur Instagram des dessins qui ont ensuite été adaptés en bande dessinée. C'est Mythes et Meufs, il y a déjà eu 2 volumes, là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'abord donc cette actualité, Histoire de France au féminin, le constat de départ, tu me corriges si je me trompe, mais les premières pages, c'est vraiment les femmes, à quelques exceptions près, ont été gommées de l'histoire. Alors on a déjà parlé des femmes qui ont été gommées de l'histoire de l'art. Là, c'est même plus globalement de l'histoire en général. Et elles sont réduites à quelques figures, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette. Voilà, c'est quelques figures qu'on connaît tous. Sinon, le constat, c'est qu'elles ont été gommées. C'est ça, exactement. La BD s'ouvre sur le 8 mars et en fait il y a un double constat, c'est que d'abord on a le petit personnage de Jules qui sait pas ce que c'est que le 8 mars et qui demande à quoi ça sert. Et donc on a d'un côté une méconnaissance de l'histoire et des femmes et des féminismes, parce que c'est vrai que beaucoup d'adolescents, petits garçons et même petites filles, j'imagine, ne savent pas forcément ce que c'est que la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Donc il y a une histoire qu'on n'a pas. Et ensuite, à quoi ça sert dans l'esprit peut-être de tout un chacun? On peut se dire, mais en fait, les femmes, elles sont pas si mal loties que ça. Dans notre société contemporaine, dans les années 2020, ça va. Et donc la grand-mère, elle vient servir ce récit historique pour montrer que, en fait, si c'est pas trop mal aujourd'hui, et encore il y a plein de progrès à faire, c'est déjà le fruit d'une histoire des femmes et de la lutte pour l'émancipation des femmes. Oui, parce que tu l'as glissé, mais c'est effectivement une grand-mère, ses petits-enfants, c'est ce procédé qu'on utilise régulièrement en bande dessinée, mais qui marche toujours très bien, cette espèce de transmission. Tu expliques aussi et vous montrez comment finalement ça remonte peut-être dès la préhistoire. On a tous en tête une image de la femme de la préhistoire qui est finalement assez éloignée de ce que c'était sans doute. C'est vraiment hyper difficile de se mettre d'accord sur les périodes aussi lointaines. Les chercheurs et chercheuses de la préhistoire sont pas d'accord forcément entre elles, et puis il y a sans cesse des nouvelles découvertes. On a une toute petite partie sur la préhistoire qui est tout au conditionnel, parce que justement il s'agirait pas de, soit d'un côté de penser que c'est la femme qui reste prisonnière de la grotte et l'homme des cavernes brutales et stupides qui lui tape dessus. Cette espèce d'image d'Épinal, elle est complètement erronée. Pour autant, on a eu des créations plus récentes type Lady Sapiens qui viennent un petit peu fantasmer une femme surpuissante à cette époque-là, alors qu'en fait ce que met au jour Sandrine, c'est que au tout début de l'Antiquité, le patriarcat est déjà bien installé, donc il a des sources probablement antérieures. Il y a aussi, ça m'a fait rire parce qu'il y a la question des Gaulois et de la place de la femme chez les Gaulois. Alors en bande dessinée, les Gaulois, c'est Astérix, avec des rôles féminins certes assez faibles, mais quand même le rôle de Bodmine, la femme du chef, qui tient le chef et qui tient le village. Alors quelle était la place des femmes dans la culture et la société gauloise ? Elles étaient mieux loties que sous l'Antiquité romaine. Ça, c'est clair et net. Alors, elles n'étaient pas l'égale des hommes, mais elles jouissaient de plus grande liberté et elles avaient une place, on peut penser, plus valorisée dans la société. Après, il faut toujours, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, il faut toujours se méfier du récit qui est fait, et c'est aussi ce que notre BD dit, c'est les femmes qu'on connaît, pourquoi on les connaît, et qu'est-ce qu'on connaît de leur histoire, et pourquoi celles qui sont passées à la postérité, qu'est-ce qui a été valorisé chez elles, et du coup, qu'est-ce qui est intéressant chez les anonymes. Et pour revenir sur les Gauloises ou les Gallo-romaines, en fait, on a des récits de ce qui se passait en Gaule par des auteurs romains. Et il faut savoir que dans la culture hyper patriarcale romaine, faire des compliments à des femmes d'une société, c'est pour déviriliser les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas perçu comme un compliment de dire que les Gauloises sont fortes, se battent. Ça veut surtout dire les Gaulois, au masculin, sont faibles, ne se battent pas. Ils sont tellement faibles que les femmes sont obligées de prendre part au combat. Donc, en fait, derrière cette espèce de compliment, cette espèce de valorisation des femmes gauloises, il y a une dépréciation du peuple qui viennent de vaincre. Donc, on peut aussi douter de la sincérité de ce qui est dit et de l'agenda politique, en fait, derrière.
J'ouvre une parenthèse parce qu'on parlait d'Astérix et de Bonne Mine, mais c'est vrai que les grands personnages féminins dans la bande dessinée, ils sont très peu nombreux. Ben non, mais ça pour le coup, j'en parle dans Mythes et Meufs. Les personnages féminins forts, entre guillemets, auxquels on pense quand on pense à Astérix et Obélix, notamment ils tombent complètement dans les archétypes que je décortique avec Mythes et Meufs, c'est-à-dire qu'on a la femme du chef. Elle est importante parce que c'est la femme d'eux. Falbala, qui est super jolie, femme fatale. Donc on a la mère, la jolie jeune fille. Et puis, c'est rigolo, mais il y a la femme du très vieux, là, de Ashkanonix. Elle, on a eu le débat avec mon père, justement, parce qu'il lui est très fan d'Astérix, et on se demandait comment elle s'appelle. Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Madame Ashkanonix. Elle n'a même pas de prénom. Donc on est sur, bon, quel rôle... Quand il y a des rôles féminins, c'est les trois mêmes qui se répètent. On est sur la maman, la vierge, la putain, quoi, en gros. Les trois mêmes qui se répliquent. Et dans Mythes et Meufs 2, notamment, je parle de la Schtroumpfette. Donc on est encore sur un gros titre panthéon de la bande dessinée, où maintenant, il me semble qu'il y en a un petit peu plus, mais au tout début, chez Peyo, c'était une société que masculine, et puis ensuite, on a inventé une femme, et puis c'est tout. Et ça, c'est un stéréotype qu'on appelle le stéréotype de la Schtroumpfette, d'ailleurs, qu'on retrouve dans plein de productions culturelles où en fait la femme est unique alors que les hommes ont droit à la pluralité. T'as le sentiment que ça change? Je parle vraiment en bande dessinée parce qu'il y a plus de bandes dessinées qui traitent de toutes ces questions-là, mais est-ce que pour autant on voit émerger, alors il y a Mortel Adèle, il y a quelques personnages féminins, mais est-ce qu'on voit émerger une tendance à des personnages de fiction féminins forts? De plus en plus, oui. J'ai envie de dire de plus en plus parce que la BD est de plus en plus perméable déjà à ses sujets, à ses héroïnes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'autrices qu'à une certaine période et le lectorat change aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sous-genre qui est celui de la BD féministe qui est en plein essor. Et du coup, les femmes qui sont pas initialement un public très BD sont introduites à la bande dessinée par le féminisme. Et ça, c'est hyper inédit. Et donc, du coup, ça les rend aussi beaucoup plus réceptives à une certaine forme de récit et aussi beaucoup plus gourmandes d'héroïnes qui leur ressemblent, qui portent des idéaux progressistes. Donc, moi, je pense qu'il y a une vraie amélioration. Enfin, on est encore loin de la parité, hein, mais ça va, c'est en bonne voie, on va dire. Alors, j'en reviens à notre histoire de France au féminin, on a fait une petite digression. Tu dresses comme ça le portrait de tout un tas de personnages féminins. Alors, je vais les citer, si tu me fais signe, si tu veux qu'on s'arrête sur certains, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, mais Catherine de Médicis, Madame de la Fayette, Émilie du Châtelet, Elisabeth Vigée-Lebrun, Lame de Gouges, évidemment, Flora Tristan, Marie Duplessis, Camille Claudel. Je ne sais pas si tu as envie de dire un mot sur certaines, s'il y en a une ou deux dont tu trouves le parcours particulièrement emblématique, Marie Curie, Louise Michel, Hubertine Auclair. Je continue la liste de tous ces personnages dont on découvre ou redécouvre l'histoire quand on lit cet album, mais est-ce qu'il y en a comme ça une ou deux qui te semblent assez emblématiques finalement de cette invisibilisation malgré ce qu'elles ont pu apporter à l'histoire? Emblématique de l'invisibilisation, oui, parce que encore une fois, celles qu'on connaît, faut se demander pourquoi on les connaît, parce que parmi toutes celles que tu viens de citer, on va connaître un peu Camille Claudel, mais on va beaucoup l'associer à Rodin et dire qu'elle a fini dans un asile et pas forcément parler de ses sculptures où il y a eu des erreurs avec des guillemets d'attribution peut-être qui ont été attribuées à Rodin, qui était en fait son art à elle. Pour autant, et les autres, donc voilà, Catherine de Médicis, qu'on va connaître parce que c'était une reine, et celle qu'on va beaucoup moins connaître, je suis presque sûre que les gens ne savent pas vraiment qui est Flora Tristan ou qui est Hubertine Auclair. Et ce sont celles qui, soit sont les plus populaires, soit sont les plus politiques. Et donc, il y a un côté on retient le nom de certaines grandes femmes quand elles sont assimilées à une institution que les historiens aiment bien, voilà, la royauté, ou alors le domaine des arts, mais toujours pour tomber dans une espèce de narration de, voilà, la passion destructrice, le créateur et sa muse, alors que finalement, celles qui se battent pour les droits des ouvriers, pour les droits des femmes, qui font de la désobéissance civile, elles vont un petit peu être, tomber dans l'oubli. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant de prendre ces figures qui sont connues quand on s'intéresse à l'histoire du féminisme, mais qui sont méconnues, on va dire, du grand public, et toujours de se demander, en fait, pourquoi je la connais pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans les anonymes et dans les périodes aussi qui ont été délaissées ou celles qui ont été valorisées. C'est moins dresser une galerie de portraits de femmes exceptionnelles, parce qu'il y a plein de femmes exceptionnelles qui sont aussi anonymes et dont on connaîtra jamais l'identité. C'est aussi se dire qu'est-ce qui a fait qu'on a eu envie de les distinguer et qu'est-ce qui a fait qu'on a eu envie de un petit peu mettre leur histoire sous le tapis. Peut-être dire un mot des religieuses de Port-Royal? Oui, les pauvres, on leur a détruit leur monastère, enfin, qui se sont. Bah oui, en fait, les religieuses en général, je trouve qu'elles ont une place intéressante dans notre bande dessinée parce que on voit que à plusieurs reprises, le cloître, le couvent, a pu être
un petit espace de liberté pour les femmes. Et ça, c'est pas du tout un parti pris que j'ai vu souvent. Moi, j'ai lu La religieuse de Diderot pendant mes études, voilà, qui avait à cœur de défendre les femmes qui étaient envoyées là-bas contre leur gré. Donc, je suis pas du tout en train de critiquer la démarche de Diderot, qui était un féministe par ailleurs, mais plutôt qu'on a une image assez effroyable de ce qui pouvait se passer dans les couvents, et on s'interroge jamais sur le fait que ce soit en non-mixité, donc il y avait potentiellement une sororité, potentiellement une forme de liberté, parce que loin du mariage, loin de ce que le mariage implique, c'est-à-dire des relations sexuelles forcées, probablement des violences conjugales, le fait d'avoir des enfants jusqu'à en mourir, qui est le fait et le destin de beaucoup de reines qui n'avaient pas ce choix, justement. Et donc, du coup, penser ce lieu de l'enfermement comme un petit espace d'émancipation, c'était aussi une manière de retourner l'histoire. Tu viens de dire un mot gentil pour Diderot, t'es plus dur avec Rousseau. Ah bah oui. Là, c'est lui qui est dur avec nous, hein. Honnêtement, ce qu'il écrit... Champion de la misogynie, il a marqué. C'est vrai. Mais pour étayer cette affirmation, qui n'est pas gratuite, on le cite, et il dit que la femme doit dévouer son entière existence à rendre la vie agréable aux hommes, et elle doit avoir aucune autre occupation que ça. Donc c'est difficile quand même de faire plus méprisant. Pourquoi le choix d'un récit chronologique ? On parlait du processus avec la grand-mère, les petits-enfants. Pourquoi de vraiment respecter cette chronologie et passer d'une époque à une autre ? Tout simplement pour faire un ouvrage d'histoire, en fait, prendre le fil narratif de l'histoire et faire une histoire un petit peu en miroir de celle des hommes et la compléter, l'augmenter. Et Sandrine, elle parle de récit augmenté. J'aime beaucoup ce terme parce que on nous a mis l'étiquette militante directe et en même temps notre BD l'est quelque part. Mais c'est aussi parce que faire une histoire que des hommes, c'est inexact historiquement. C'est pas simplement dire attendez, les femmes aussi. C'est de dire en fait on est 50% de la population. Donc l'histoire qui est racontée telle quelle de base, elle est incorrecte au point de vue scientifique. Et comment tu t'es documenté d'un point de vue visuel pour les représenter, toutes ces femmes ? Parce que j'imagine que si elles ont été invisibilisées pour certaines dans l'histoire, il y a peu de représentations et de documents. Donc est-ce que parfois tu t'es laissé un peu de liberté et voilà, ou comment tu as travaillé ? Alors Sandrine m'avait fourni une iconographie extrêmement riche. Pour que justement on soit inattaquable sur le plan graphique, c'est-à-dire qu'il fallait pas, comme on fait un ouvrage qui de toute façon va être un peu critiqué pour son propos, il s'agissait pas de prêter le flanc à la critique la plus facile et donc du coup d'être vraiment très pointilleuse sur les décors, les coiffures, les couleurs, les cheveux, les époques. Donc il fallait que je fasse très, très attention. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans notre BD, c'est que de par son aspect chronologique et de par, comme tu l'as dit, la disparité en fait des documents iconos, on a en même temps d'une histoire de France, une histoire de l'art. C'est-à-dire que mes dessins ressemblent à la manière de représenter les choses de chaque époque. Parce qu'à certaines époques, on n'a pas grand-chose, à part de la reconstitution a posteriori d'historiens contemporains. Je pense par exemple aux gallo-romaines ou à l'Antiquité. On a quelques peintures de l'Antiquité sur des murs, mais qui ne représentent pas forcément des scènes du quotidien. Et donc du coup, il faut un peu se forger une idée de ce que c'était à partir des représentations qu'on a, par exemple, dans les manuels de latin, quoi. Et faire attention à ce que, par exemple, un professeur des années 70, ce qui dessine de la Rome, ça ressemble aux années 70. Il fallait faire très attention à ça. Et plus on avance et plus on a quand même pas mal de représentations. Mais donc du coup, au Moyen-Âge, ça ressemble un petit peu à la manière schématique de dessiner du Moyen-Âge, ou plutôt symbolique. Et puis plus on avance vers la modernité, plus ça se met à ressembler aux tableaux qui étaient faits à ces époques-là. Et donc du coup, il y a vraiment des tableaux que j'ai recopiés. Quand il s'agissait de dessiner Louise de la Vallière, par exemple, avec ses enfants, c'est vraiment la composition du peintre qui l'a peinte avec ses enfants, avec les bonnes couleurs, les bonnes robes. Et donc du coup, en fait, on éduque aussi un petit peu l'œil de notre lecteur-lectrice à certains tableaux. Pareil pour Élisabeth Vigée-Lebrun. D'ailleurs, c'est son autoportrait. Elle était portraitiste, donc elle était spécialisée là-dedans, mais elle s'est aussi beaucoup peinte. Et donc du coup, la représenter, j'allais pas la représenter d'après une image historique. Je trouvais ça intéressant de la représenter comme elle s'était représentée. Et donc voilà, pour moi, c'était d'être fidèle à la réalité historique. Et quand les tableaux extrapolaient un petit peu, Sandrine me disait attention, là par exemple, elle est représentée avec un gant ici et un globe là, mais ça n'a pas beaucoup de sens dans ce qu'on raconte, donc peut-être tu peux mettre tel objet à la place. Et aussi
aussi, voilà, je pense à des tableaux très célèbres de la Pompadour, d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Et puis plus on avance vers la modernité, plus c'est carrément des photos. Et donc du coup, on a des cadrages qui sont aussi plus narratifs, plus travaillés, et une exigence au niveau du lectorat, du réalisme, qui est plus du tout la même qu'au début. Je me suis pas permis de fantaisie parce qu'il s'agissait d'être vraiment proche de la réalité historique, mais j'ai insufflé, je trouve, un peu de vie dans ces personnages en leur donnant mon style de dessin, en leur donnant des couleurs et en les mettant dans des poses dynamiques. Tu parlais tout à l'heure de Mythe et Meuf, dont on disait déjà 2 tomes de parus. Le dernier, il y a quelques semaines, un petit peu plus, c'était fin septembre. Là, le principe, alors au départ c'est sur Instagram, le principe c'est vraiment de déconstruire les grands personnages, quels qu'ils soient, qu'on connaît dans l'histoire de l'art en général, et de montrer comment ils véhiculent chacun à leur manière, chacune en l'occurrence à leur manière, des clichés. C'est ça. En fait, ça dépend des épisodes. C'est que des personnages féminins déjà, ça c'est le postulat de base, c'est Mythe et Meuf, et c'est de décortiquer comment elles ont été racontées. Et il y en a certaines où, en me détachant de l'interprétation générale qui en est faite, j'en fais une figure positive. Et parfois, on voit que si on en a une perception négative, c'est parce qu'elle a été racontée, réinterprétée, parfois n'importe comment, alors que si on s'attache aux faits, et si on lit l'histoire indépendamment de tout jugement, de toute réécriture, on se rend compte qu'il n'y a pas lieu d'en avoir une lecture si négative, il n'y a pas lieu d'en avoir une lecture péjorative, ou alors l'extrême inverse, un mythe que personne ne remet en question ou dont personne ne songe à questionner le bien fondé. En fait, quand on liste les faits bout à bout, on se rend compte que c'est le récit d'une oppression, le récit d'une agression. Donc il y a un peu ces 2 partis pris dans Mythe et Meuf, et ça joue aussi sur la connaissance ou au contraire l'anonymat des figures la célébrité on va dire, ou l'anonymat des figures que je décortique. C'est-à-dire que les figures que tout le monde connaît, j'ai envie de les présenter sous un jour nouveau, et les figures au contraire méconnues, et encore une fois, pourquoi sont-elles méconnues ? J'ai envie de les donner à connaître. Par exemple, dans le tome 2, je parle de la figure d'Atalante. C'est une grande figure mythologique qui n'est pas du tout passée à la postérité au même titre que d'autres, parce qu'elle a une histoire peut-être beaucoup moins tragique que d'autres, et qu'elle est inspirante à plein d'égards. Et du coup, encore une fois, il y a lieu de se dire pourquoi on ne connaît pas plus cette héroïne-là, et elle gagnerait à être plus connue. Je suis obligé de te poser la question, puisque je suis en plein dedans avec mes filles, de La Reine des Neiges. Ouais. La Reine des Neiges, pour le coup, c'est un des épisodes très positifs. J'ai vraiment très très peu de critiques à en faire. Et l'histoire est rigolote, c'est qu'au départ, on m'avait proposé de faire ce dessin animé justement parce que on me disait mais il n'y a pas quelque chose à critiquer, elle est très girly, elle est très mince, elle est très blanche. Et bon, moi j'étais pas forcément hyper partante, j'ai vu le film et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de dire des choses négatives sur le film parce que je me suis aperçue, vu qu'en plus je passais ma vie à regarder des dessins animés et à analyser des contes, à quel point celui-ci détonnait par rapport aux autres contes. Et que en fait c'est un truc que je dis beaucoup aussi avec Mythe et Meuf, c'est qu'on a interprété parfois ma démarche comme étant contre les contes, comme étant négative à propos des histoires qui nous ont forgés, alors que c'est pas le cas. Moi je pars du principe, et c'est d'ailleurs la fonction première des contes, que ce sont des adjuvants. C'est fait pour nous aider dans la vie et ils ont presque tous une structure qui fait passer de l'innocence à l'expérience et qui nous aide sur les chemins parfois très tortueux de l'adolescence. Et pour franchir ce cap et pour appréhender tous les changements qui nous bouleversent à l'adolescence. Et s'il y a autant de princesses dans les contes, il y a aussi beaucoup de contes qui concernent des petits garçons, mais on les a moins réécrits. Et s'il y a autant de princesses dans les contes qui nous sont parvenus, c'est aussi parce qu'il y a des bouleversements intimes extrêmement importants qui viennent déterminer, à l'époque où les contes sont écrits, le rôle social des jeunes filles, très très tôt, qui peuvent être extrêmement bouleversants, extrêmement effrayants. Et les contes, ils sont là pour nous aider à processer tout ce qui nous arrive. Et pour moi, La Reine des Neiges, c'est vraiment ça. C'est vraiment la fonction première du conte de fées, qui est j'ai un pouvoir qui se décuple à la puberté, qui me fait peur, que je ne peux pas maîtriser. Et comment est-ce que je l'appréhende et comment, en fait, je comprends que ce pouvoir, je vais pas le museler, je vais en faire une force. Et je vais me libérer du carcan social. Et ça, pour moi, c'était un message extrêmement positif qui contraste avec d'autres réécritures de d'autres contes qui sont plutôt « ton salut n'arrivera que par un homme ». Là, on est dans le contraire total. Ou alors « ton salut arrivera en te conformant et en coupant, du coup, ton animalité, ton aspect sauvage, libre, etc. » Je pense en ça à La Petite Sirène, par exemple, où elle troque sa voix contre une paire de jambes. Là, on a vraiment quelque chose de très limpide dans le sens de boucle-là. Et conforme-toi, en fait, en reniant tes spécificités. Et La Reine des Neiges, elle prend tellement le contre-pied de ça que je me disais qu'il fallait absolument que je le souligne.
Alors toi, tu as grandi dans l'univers de la bande dessinée. Tu parlais tout à l'heure très vite de ton papa qui lisait de la bande dessinée. Tu gardes un souvenir comme ça, enfant, de ce médium qui traînait toujours un petit peu à la maison et que déjà, tu t'étais sensibilisé à ce médium-là. Ouais, complètement. Mon père a une énorme bibliothèque bande dessinée qu'il enrichit tout le temps. Il est très très fan. Après, du coup, c'est marrant parce que ça m'a familiarisé avec sa culture BD à lui. C'est-à-dire que du coup, je me retrouve à connaître plein de héros et de séries qui sont pas forcément ce que je lirais aujourd'hui, mais qui ont leur lot d'aventures et de dessins aussi très 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 beaux, très aboutis. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qu'on avait à la maison. Enfin, même mes frères et sœurs et moi, tout le monde n'a pas choisi ça comme métier, mais on est tous hyper sensibles à ce support. Il doit être fier de sa fille, alors. Très très fier. Il faut pas le lancer sur le sujet, il s'arrête pas d'en parler. Même si c'est pas Rahan ou je sais pas ce qu'il lisait mais à cette époque-là, mais... Non, il est ravi. Il lit Mythe et Meuf, il le conseille à tout le monde. Donc très vite, tu vas vers une prépa Beaux-Arts. Oui. Pourquoi tu fais cette tête? Parce que c'est pas le meilleur truc dans mon parcours. Parce que tu l'as raconté récemment, on a plutôt cherché dans ces études d'art à te décourager à faire de l'art et de la bande dessinée qu'à t'y encourager, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout n'était pas à jeter, mais j'ai pas du tout aimé l'enseignement de l'art qui était dispensé et même les quelques profs vraiment bienveillants que j'ai eus. J'avais un prof de critique artistique notamment, c'était un de mes cours préférés, on allait voir des expos et ensuite on devait produire un texte dessus et il m'a dit tu écris mieux que tu ne dessines, donc peut-être que tu t'es trompé de voie quoi. Vraiment on m'a dit un peu en fait tu devrais faire de la littérature et donc c'est pas un bon souvenir dans le sens où ça a lancé une grande période de doute en moi où en fait j'ai renoncé à la BD pendant un temps, quoi. Je me disais que j'étais pas capable, que je dessinais pas assez bien, que je m'étais un peu plantée de voie et que c'était pas pour moi. Et au-delà de ça, même si ça peut être sain de douter de temps en temps, je trouve que dire à ses élèves que c'est des grosses merdes, ce n'est jamais une bonne idée. C'est complètement contre-productif. Ça dégoûte des gens de quelque chose qui est une passion et qui leur apporte beaucoup de joie. Donc, c'est pas ma vision de la pédagogie du tout. Encore plus quand on voit le résultat, mais... Oui, du coup, voilà. Mais après, je veux pas faire non plus le truc en mode, ouais, self-made woman, je sais pas quoi, je serais pas du tout là où je suis s'il y avait pas eu justement le système scolaire, notamment la fac, de lettres et d'histoire de l'art, puis de sociaux, qui a énormément contribué à forger et mon œil, parce que faire de l'histoire de l'art, c'est se confronter à des images, et puis et forcément, ça éduque aussi. Puis j'ai jamais cessé de dessiner. C'est juste une certaine méthode de pédagogie, par l'humiliation, par la compétition aussi, que je trouve inefficace. Je disais que c'est aussi l'émergence d'une autrice comme Pénélope Bagieux qui, à un moment, t'a fait te dire « c'est possible ». Alors, c'est d'abord Catherine Meurice. Pénélope, elle m'a énormément inspirée au niveau graphique. Parce que je trouve que c'est culotté, mais même ce qui m'a le plus inspirée, c'est surtout California Dreaming, où autant l'histoire est intéressante, mais c'est pas ce qui m'a bouleversée, autant le niveau de dessin dans California Dreaming, ça m'a laissé sans voix. C'était vraiment virtuose. Et ça, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle dessine bien, c'est génial. Et j'avais envie de faire de la BD comme elle. Mais elle existait déjà dans le paysage BD avant que je m'y remette, on va dire. Et Catherine Meurice, elle, en fait, elle a fait la jonction entre un trait dessin de presse et un humour volontiers impertinent et un contenu histoire de l'art, littérature, mais vraiment extrêmement précis. Et en fait, ça, c'était ce qui me manquait en termes de lien dans les deux aspects de ma vie, on va dire, entre cette hésitation perpétuelle, entre ce qu'il faut que je dessine, est-ce qu'il faut que j'écrive, est-ce qu'il faut que je fasse de la littérature, est-ce qu'il faut que je fasse de la bande dessinée. Et elle montrait qu'en fait, tu pouvais faire les deux, et que en fait, tu pouvais écrire sur Proust, et sur Stendhal, et sur Baudelaire, et en même temps être caricaturiste de presse, et en même temps faire des BD où on parlait d'intimité, où on parlait d'histoire de l'art. Et donc, du coup, vraiment, c'était ce lien. Et là, vraiment, je me suis dit, ah, on a le droit de faire ça en bande dessinée, je savais pas. Et j'étais un peu dans ce cliché de la BD, ça peut être très très politique ou ça peut être très très poétique, mais savant sur des domaines d'histoire de l'art que je pensais n'intéresser qu'une petite élite culturelle, je ne croyais pas. Donc elle a prouvé que c'était possible. Et d'ailleurs, même avant la fin de mes études, j'ai fait mon deuxième mémoire sur les autoristes de bande dessinée après Charlie Hebdo, et la légèreté fait partie de mon corpus. Enfin, je veux dire, avant de me dire que j'allais le dessiner, je me suis dit, je vais quand même l'analyser, et voilà. Ta première relation au public, elle passe par La Nuit remue Paris, par ce compte Instagram-là. Je regardais, je crois que tu as plus de 100 000 abonnés sur ce compte Instagram, et qui est
souvent la porte d'entrée pour beaucoup d'autrices finalement. C'est-à-dire de raconter comme ça une réalité de la BD très réelle en fait. Alors oui, mais je mets un mais parce que je ne raconte pas ma vie sur La Nuit remue. Mais c'est une différence de taille parce que justement, et c'est une critique et qui est d'ailleurs pas du tout justifiée, mais on qualifie volontiers les autrices d'égocentriques ou de narcissiques ou de faire un blog qui raconte leur vie, qui raconte leurs petits tracas, etc. Et c'est des choses que j'ai pu entendre sur Margot Motin par exemple à une époque. Pénélope, son blog s'appelait Ma vie tout à fait fascinante. C'est un truc aussi où elle a été critiquée là-dessus, comme si les mecs ne racontaient pas leur vie en permanence. Enfin. Et je trouve intéressant que finalement, moi, c'était pas tant un journal intime numérique et je racontais pas vraiment des choses extrêmement intimes. C'était un journal d'actualité. C'était plus. politique. Oui, politique. Et c'est mon militantisme que j'ai mis en image. Et c'était pas tant genre moi, Blanche Sabat, je fais ça, même si je me représente beaucoup sur mon compte Instagram. C'était vulgariser des concepts en fait. C'était faire de la pédagogie. Et finalement, c'est ce que je fais dans quasi l'intégralité de mes BD. Et c'est ça aussi, je pense, qui a appelé un certain public. C'est-à-dire que des notes de blog personnelles, il y en a vraiment genre énormément. Mais si on est venu me dire, Mythe et Meuf, ce serait pas mal de le pérenniser, c'est aussi parce que j'avais pris confiance en moi grâce à mes études universitaires et je me sentais outillée intellectuellement pour aborder des sujets de société, pourquoi pas polémiques et féministes presque exclusivement. Parenthèse, mais tu disais, je me mets en avant sur les réseaux sociaux. Tu penses qu'aujourd'hui, pour les auteurs, alors là en général, autrice ou auteur, c'est une quasi-obligation pour arriver à émerger dans le paysage de la bande dessinée, d'avoir aussi cette dimension réseaux sociaux au sens large et mise en avant de la personne? Obligation, je ne sais pas, mais ce serait une occasion manquée, à mon sens, de ne pas tirer profit de cette plateforme. Parce que c'est la plateforme de l'image par excellence. Et en fait, il y a différents supports. Twitter, c'est plutôt l'écrit. TikTok, c'est la vidéo. Instagram, c'est l'image. Et nous qui faisons des métiers de l'image, en fait, il faut qu'on se serve de cet outil pour promouvoir nos images. Et finalement, les slides Insta, c'est pas autre chose que des notes de blog, en fait. Et donc, du coup, le fait de pouvoir penser sa narration en fonction d'une manière de lecture qui mime le fait de tourner des pages, pour moi, c'est vraiment presque fait pour les autoristes de bande dessinée. Et pour moi, c'est pas une obligation dans le sens où t'es perdu si tu le fais pas, mais je trouve que ce serait dommage de s'en priver parce qu'on est vraiment les plus à même de savoir bien utiliser ce support. Je pense que c'est pour ça que je m'y sens si à l'aise. Ça uniformise pas un peu le dessin, quelque part, ce format carré qu'a imposé Instagram est-ce qu'il n'y a pas... T'as pas pris aussi, même peut-être involontairement, mais l'habitude de dessiner dans ce format-là, finalement? Si, ça formate, c'est vrai, vraiment. Mais pas plus que... oui, qu'une page. Qu'une page, en fait. Enfin, je veux dire, un strip, j'ai dans la tête des trucs de Calvin et Hobbes ou même des petits strips de Snoopy, c'est des carrés qui s'enchaînent. Donc finalement, la seule chose qui a vraiment changé, c'est le numérique et peut-être le périmètre, on va dire, de diffusion. Ça a vraiment changé. Mais au niveau du format, en fait, c'est aussi un exercice imposé que d'avoir un nombre de caractères limité ou de dire, tu me fais une planche toutes les semaines dans tel papier. Oui, c'est du formatage aussi, d'une certaine façon. Tu dis une planche toutes les semaines, je pense que t'en es pas loin, parce que 3 BD en un an? Oui, mais effectivement... Non, en 2 ans quand même, non? 1 an et demi, enfin, je n'ai plus la date du premier Mythe et Meuf, mais... C'est avril 2022. Donc... Oui, effectivement. Effectivement. Plus sur 1 an et demi. Ouais, mais je travaille beaucoup et très vite. Mais je tiens à dire que c'était le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, de faire Mythe et Meuf 2 et l'histoire de France au féminin en même temps pour une date de rendu identique. Si Mythe et Meuf est sorti 3 semaines plus tard que prévu, c'est parce que j'ai dit... je vais mourir. Si je les rends en même temps, en fait, je ne peux pas les rendre en même temps, ou alors je fais vraiment l'impasse sur la qualité. Donc on a décalé un petit peu, heureusement qu'on a décalé, j'aurais pas pu le finir sinon, et je veux plus faire quelque chose de aussi ambitieux pour des dates aussi rapprochées. T'as déjà l'idée du prochain? Oui. Toujours dans la veine féministe? Oui, mais la grande nouveauté de mon prochain projet, c'est que ce sera de la fiction. Je quitte un petit peu le confort de la BD documentaire qui est l'intégralité de mes albums depuis le début et j'ai envie de faire une œuvre de fiction située dans un décor médiéval fantastique, féministe. Et on n'en dira pas plus. Voilà. On le découvrira. En attendant, on lit donc Histoire de France au féminin qui est publié chez Casterman, Mythe et Meuf, c'est chez Dargaud. Et on remercie Blanche Sabat pour cette première partie de l'interview. C'est le moment, on va passer à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête? Je suis prête.
Quelle est la première BD que tu as lue ? Est-ce que oui, ça marche ? C'est pas tout à fait une On BD. l'a jamais sorti, oui. J'ai eu beaucoup de Tom Tom et Nana, mais pas de oui, mais pourquoi pas, Je crois que c'est le premier truc que j'ai lu, mais il y a beaucoup de dessins, quoi. Ou peut-être Babar, vraiment des tout premiers livres illustrés, quoi. La meilleure BD de tous les temps, selon toi ? DS de Haute Picot. Parce que c'est à la croisée de plein de trucs qui me tiennent énormément à cœur. Donc on a la théorie féministe d'un côté, un dessin absolument sublime, la réinterprétation et la revendication des textes sacrés, mais par un prisme féministe, et des publications érotiques qui ne sont pas dégueulasses et qui prouvent que les féministes sont loin d'être les coincés qui sont décriés par les hommes pas contents. Donc parfait. Ce qui veut dire que tu feras peut-être un jour un BDQ. Peut-être, oui. J'avais pris ce pari à un moment, ouais. Quelle est la plus belle couverture BD selon toi ? Oh là là, c'est difficile. J'ai trouvé magnifique celle des Peasley, avec ces 3 ombres qui font penser à Peter Pan et les aurores boréales j'ai beaucoup aimé, mais c'est récent. Je suis sûre que à la fin du podcast j'aurai une fulgurance et je me rappellerai d'autres choses. Les Peasley de Jérémy Moreau. C'est ça. On précise. La plus belle case de bande dessinée ? Peut-être une tirée de la BD Les Zola, où on voit la famille Zola et plutôt l'histoire de Zola par le prisme des femmes qui ont peuplé sa vie. Et en fait, les cases ressemblent à des tableaux impressionnistes, en fait, parce que c'est tellement ancré dans l'époque dans laquelle c'est raconté. Et peut-être en mention spéciale pour Beauté, de Hubert et Carrascoët, qui a aussi des cases, je pourrais pas en distinguer une, mais vraiment, vraiment sublime. Bien joué, la mention spéciale pour pas choisir. Quel est ton meilleur souvenir de festival ? J'en ai 2. J'ai quand, à Angoulême 2021, au Magic Mirror, Pénélope Bagieux est venue dire à Ève Cambrelin et moi qu'elle admirait notre travail et qu'elle était impressionnée par la teneur radicale de notre BD, nos mutineries. Et ça, venant d'elle, j'étais complètement sur le cul, je m'y attendais, j'étais très étonnée, je m'y attendais pas du tout et j'étais très très fière. Et après il y a aussi quand j'ai rencontré Catherine Meurice et Johanne Sfar aussi, Catherine Meurice qui m'a dit qu'elle voyait très bien ce que c'était Mythe et Meuf et que c'était très rigolo, donc moi j'étais en mode waouh, je rêve éveillée, et Johanne Sfar qui m'a dit que sa fille aimait beaucoup mes bandes dessinées, et donc là je me suis dit c'est super, il y a quelque chose dans mon travail qui parle à des autoristes que j'admire énormément, dont j'ai lu toutes les œuvres. Donc ça, c'était un grand moment de joie d'être confirmée comme ça en tant que bébé autrice par des gens que j'admire beaucoup. Quel est ton personnage de BD préféré ? Nana, les 2 nanas dans Nana. Ton personnage de BD détesté ? Les personnages de Bastien Vives, je les aime pas trop. Ils sont un petit peu trop sexistes pour moi. Ton super-héros préféré ? J'aime bien Batman parce qu'il a pas de pouvoir, voilà. Et pour autant, j'ai fait un Mythe et Meuf sur Poison Ivy, donc voilà, on n'est pas sur les mêmes idéaux, mais le fait qu'il ait pas de pouvoir, j'aime bien. Ton super-héros détesté ? Captain America. Désolé, il est gentil, mais bon, déjà il s'autoproclame America alors que c'est Captain juste États-Unis, quand même. Et bon, voilà, le gentil américain qui tape sur des nazis, je trouve que il a pas très bien vieilli, quoi. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Dans le calme. Je fais de la mise en couleur en musique, mais sinon j'ai du mal à me concentrer quand il y a de la musique. Couleur ou noir et blanc ? Couleur. Pourquoi ? Parce que c'est une grille de lecture supplémentaire. Il y a beaucoup de narrations qui passent par ma mise en couleur. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Moi, je pense qu'elle est connue, mais je ne sais pas trop. Mais Clémence Sauvage, elle fait des petites BD, pour moi, qui sont des petits trésors de sensibilité et de pertinence, de narration. Donc, je crois qu'elle est déjà connue, mais je pense qu'elle gagnerait, elle aide beaucoup plus. Merci beaucoup, Blanche Sabat, d'avoir joué le jeu. Et donc, je le redis, Histoire de France au féminin, ça s'est publié chez Casterman, sorti il y a quelques semaines, et un tout petit peu avant, Mythe et Meuf, le 2e volume, et le premier était sorti quelques mois auparavant. Et tout ça est chez Dargo. Merci beaucoup. Et pour terminer, nos coups de cœur de la quinzaine, avec d'abord une éducation orientale signée Charles Berberian,
Un album débuté au moment du confinement, lorsque l'auteur se lance dans des formes de collage entre photos d'époque, aquarelles, crayonnées. Une déambulation artistique qu'il ramène dans le Liban de son enfance, celui des années 60 puis de la guerre civile. Une bande dessinée foisonnante qui parle de nos racines, de la perte d'un être cher, du processus de création. Une éducation orientale est publiée chez Casterman. Deuxième conseil, La pièce manquante de Jean Aramba. L'auteur nous emmène dans le Londres du XVIIIe siècle aux côtés de la grande comédienne Peg Woffington, qui en a marre des rôles d'hommes qu'on lui demande de jouer et rêve d'un grand rôle féminin. Son majordome la met alors sur les traces d'une pièce disparue de Shakespeare. Comme toujours avec Aramba, c'est malin et truculent. La pièce manquante est chez Dargaud. Enfin, on termine avec un manga, Blue Lock, dont le tome 17 vient de sortir. Après sa défaite à la Coupe du Monde 2018, la Fédération japonaise de foot lance son projet Blue Lock. Le principe, sélectionner 300 lycéens footballeurs prometteurs et les enfermer dans un centre dirigé par le mystérieux Jinpachi Ego. À la fin, il ne restera que le plus talentueux et individualiste qui deviendra l'attaquant ultime de l'équipe nationale. Blue Lock est disponible chez Pika. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.